pour le bon déroulement de cette conférence. D'abord, merci de bien vouloir désactiver vos micros et caméras. Cela nous permettra de ne pas avoir des interférences lors des échanges entre nos intervenants, de bien vouloir bien les laisser toujours désactivés, afficher sur votre écran à droite un lien pour les chats. Vous pouvez poser vos questions qui seront transmises à la fin de la matinale à Pierre-Olivier Roux qui va les poser à nos intervenants. Et je voulais aussi vous remercier par avance de nous consacrer une petite minute à la fin de la matinale pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinale et je laisse la parole à Sophie Bocard, directrice de l'École des pros. Merci Hassan. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Alors, le contexte nous amène une fois de plus à une matinale des ponts dans un format distanciel. Néanmoins, je pense, je suis certaine que ça ne nuira pas à la richesse de nos débats et je vous remercie de nous avoir rejoints en format numérique pour évoquer aujourd'hui un thème qui fait écho à l'actualité puisqu'il s'agit de débattre des questions de résilience des systèmes urbains et des infrastructures. Et on le voit, l'actuelle crise sanitaire a pointé un certain nombre de risques de vulnérabilité dans nos grandes villes, que ce soit au regard de la capacité à poursuivre l'activité de certains services essentiels. Je pense à tout ce qui a tourné autour de la logistique et de la supply chain, des transports de masse ou du système de santé. Et on le sait, un des défis que nous avons devant nous, c'est la gestion durable de nos métropoles, de nos agglomérations, puisque la part de la population mondiale vivant dans ces aires urbaines est susceptible de passer assez rapidement, finalement, de 55% à 70% d'ici 2050. Pardon? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Et on a d'ores et déjà 1,7 milliard d'habitants dans une ville de plus d'1 million. Ces villes sont aussi le lieu de la concentration du PIB mondial. Elles représentent près de 80% du PIB. Et donc, à la fois source de fragilité au regard des différents chocs, qui soient des chocs exogènes ou qui soient des chocs endogènes, et qui mettent en valeur cette notion de résilience. De quoi on parle finalement? De leur capacité à ces villes à anticiper les chocs, à les absorber lorsqu'ils se présentent et à être en capacité de les dépasser. La notion de rebond, bien sûr, que ce soit du point de vue économique, du point de vue énergétique, du point de vue environnemental, du point de vue social ou institutionnel. Et on peut ajouter, je pense, à ces différents chocs, les risques technologiques et sécuritaires. Malheureusement, là aussi, l'actualité nous le rappelle. L'objectif du système, c'est non seulement pouvoir revenir le plus rapidement possible à un état de fonctionnement initial, normal, mais c'est aussi, et je crois que dans la notion de résilience, il y a cet aspect-là, d'être en capacité non seulement de surmonter le choc, mais d'en tirer les enseignements pour sortir plus résistant encore, plus fort encore. Ces réflexions autour de la résilience, elles ont émergé il y a déjà une quinzaine d'années à la suite d'événements tragiques comme l'ouragan Katrina. Et ça a donné lieu à un certain nombre de travaux académiques, tout en accompagnant la réflexion des acteurs publics et des acteurs privés, qui s'est accélérée. Je crois que là aussi, le recours au digital et la capacité à modéliser, mais aussi à avoir les datas nécessaires, tout en mettant à profit les outils de communication, font partie des vecteurs d'accélération de la réflexion autour de cette résilience. Et on n'est plus sur la simple et fort utile analyse de risque et mesures de prévention, comme on le voit dans les différents plans de prévention de risque. On essaye d'aller au-delà, ce qu'a fait d'ailleurs à l'initiative de la Fondation Rockefeller aux États-Unis, qui a constitué un réseau des 100 villes résilientes, 100 Resilient Cities, dont fait partie Paris, par exemple, à côté de Boston, de Barcelone, de Kigali ou de Jakarta. Non seulement il s'agit de partager de l'expérience, mais aussi d'être en capacité de développer une batterie d'indicateurs qui permettent de donner aux acteurs publics, aux décideurs publics, des indications pour éclairer leurs décisions et leurs choix. Et je suis certaine que
Julien Toiti nous en parlera pour Méridiam. On a également des plans comme les plans climat, air, énergie territoriales qui listent un certain nombre de mesures qui vont contribuer à cette résilience. Par exemple, l'objectif de zéro artificialisation nette qui va permettre de gérer notamment tout ce qui est ruissellement des eaux de pluie et contribuer à ne pas aggraver finalement la gestion d'événements climatiques aux conséquences qui peuvent être élevées. Donc cette thématique-là, elle a évidemment interpellé l'école des ponts, puisque le développement durable est vraiment au cœur de notre mission, que ce soit à travers les travaux que l'on peut mener, et je crois qu'on aura à évoquer la chaire résilience que nous avons avec Veolia, mais aussi à travers les travaux de nos laboratoires comme le LESU, le CIRED ou le LATS. Au LESU, je pense que Marie-Christine Gromer pourra nous présenter la nature des travaux qu'elle mène en coopération avec les acteurs publics, les gestionnaires d'infrastructures. Sur la chaire avec Veolia qui s'intitule « Hydrologie pour une ville résiliente », nous aurons à la fois le point de vue de Daniel Scherzer, qui permettra d'étudier comment il modélise, on travaille à la modélisation des épisodes pluviométriques extrêmes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de cette modélisation, nous aurons aussi le point de vue de cet acteur essentiel du cycle de l'eau qui est Veolia, dans la façon dont il utilise les travaux recherche qui sont menés pour servir la durabilité des services, y compris dans des épisodes de stress hydrique, et optimiser finalement quelque part l'efficience des systèmes et de l'exploitation de ces systèmes. Donc on est vraiment sur de la recherche appliquée et qui finit avec des débouchés très opérationnels. Nous avons invité également Eiffage dans ses activités d'aménagement à évoquer à travers ses travaux et ses réflexions innovantes à expliciter comment on peut, par l'aménagement, rendre un quartier plus résilient au regard de chocs comme les canicules, l'excès de pluie. Et ces solutions techniques sont intéressantes puisqu'elles participent évidemment de la résilience de la ville. Voilà, on voit que cette résilience s'aborde sous différents angles, avec une forte interaction finalement entre les acteurs publics et les acteurs privés, et qu'elle adresse les secteurs économiques avec lesquels l'école a de nombreux partenariats, que ce soit en matière de recherche et de formation. Donc il nous a semblé intéressant de réfléchir ensemble et d'échanger sur ces sujets. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté notre invitation à venir débattre, et je vais laisser sans plus attendre la parole à Pierre-Olivier Rouault qui anime cette conférence en vous souhaitant de riches échanges. Merci. Ils le seront sans aucun doute. Merci beaucoup, Madame Bougard. Peu de choses à ajouter donc sur cette introduction très complète. Juste un petit mot. Il y a quelques jours, peut-être ça a échappé à certains d'entre vous, le 31 octobre, donc c'était la Journée mondiale des villes organisée par les Nations Unies. Et ces notions de ville durable, de sustainability, comme on dit en anglais, et aussi de résilience ont été pointées à la fois par le secrétaire général des Nations Unies et différentes instances spécialisées dans la planification urbaine ou la réflexion sur ces thématiques. Donc une ville à la fois durable, soutenable, donc inclusive et qui gère les défis du siècle que sont les transports, les chaînes logistiques et autres aspects plus directement sociaux. Voilà, sans plus attendre, je vais entamer un premier tour de table avec tous nos 5 invités qui ont été décrits par Madame Bougard. En 2 mots, donc Franck Faucheux, directeur des innovations chez Eiffage, Marie-Christine Gromer, directrice de recherche à l'École des Ponts ici au LESU, Bruno Tisserand, directeur de programme chez Veolia Recherche, Julien Toiti, membre du COMEX du fonds d'investissement Méridiam,
en charge notamment des aspects de développement durable et de transition énergétique. Et enfin, Daniel Scherzer, directeur de la chaire Hydrologie pour une ville résiliente, une chaire de l'École des Ponts, naturellement. Alors, tout de suite, je vais commencer par Monsieur Faucheux. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Monsieur Faucheux, très bien. Si vous pouvez déclencher votre caméra. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, alors on aurait pu commencer par, on a brassé quelques concepts, quelques approches conceptuelles, mais j'avais envie de commencer avec vous, en fait, directement. Donc, vous êtes responsable des innovations. Vous avez cette réflexion d'innovation et d'anticipation dans vos missions, mais FH, avant tout, un aménageur, un constructeur. Donc, encore une fois, ces problématiques peuvent sortir un peu conceptuelles, mais comment se traduisent-elles sur le terrain? Quelles sont les demandes des collectivités, des développeurs, des promoteurs immobiliers, de vos clients? Quelle est votre approche d'aménageur constructeur de la ville résiliente? Est-ce que c'est déjà quelque chose sur lequel vous réfléchissez et qui suscite donc des travaux et des applications, s'il vous plaît? Alors, peut-être une petite précision. Donc, moi, je suis dans la branche construction. Donc, Oui. Eiffage, en fait, il y a différents métiers, dont les concessions, dont la route, etc. Et moi, je fais partie de la branche construction. Et je m'occupe à l'échelle nationale d'accompagner les projets en termes d'aménagement et en termes d'immobilier. Et en fait, ces différences, c'est aussi important parce que globalement, pourquoi aujourd'hui, moi, j'y réfléchis? Parce qu'à l'échelle du groupe, il y a une direction développement durable et innovation transverse qui est une quarantaine de personnes qui, aux côtés de Bruno Dreffray, qui est en fait le PDG d'Eiffage, accompagne trois grandes stratégies, une stratégie bas carbone, une stratégie de transition numérique et une stratégie sur la biodiversité. Et Bruno Dreffray a signé le TCFD, qui en fait, donc c'est le Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Donc en fait, c'est un engagement de sa part d'engager son groupe vers aujourd'hui des choix pour décarboner nos différentes activités. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tout ça est lié à des questions financières. Et on se rend compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est plutôt nos négociations financières à l'échelle du groupe, en fait, des dispositifs bancaires, qui font que cet engagement bas carbone, aujourd'hui, nous apporte en fait, une facilité bancaire. Alors, ça veut dire qu'à l'échelle internationale, un groupe qui essaye d'anticiper son poids carbone est un groupe qui marchera mieux dans les années 2020, 2030. Donc moi, en fait, mon rôle, c'est à partir de ces grands engagements du groupe, comment je l'applique à l'aménagement et la promotion. Et quand on parle d'anticiper, alors en vrai, on n'a pas vraiment de demande des collectivités. Aucune collectivité ne vous demande de faire un aménagement en prévision d'un énorme risque ou d'une grande résilience. On vous demande un quartier qui fonctionne bien, qui est joli, qui sera attractif, où on va plutôt avoir quartier mixte et vivant. Donc aujourd'hui, cette demande n'est pas première. Par contre, elle est totalement intégrée en France. Alors, je vais avoir en fait, on a la chance en France d'avoir beaucoup de réglementations. Et on va dire que sur les grands éléments de risque, aujourd'hui, la Direction générale de la prévention des risques et l'ensemble des plans de prévention des risques font que les grands risques, les grands phénomènes urbains liés à l'inondation, liés au sismique, liés voire même aux risques technologiques sont extrêmement encadrés. Donc, on va dire que là-dessus, en fait, on répond à une approche un petit peu réglementaire. Par contre, on se rend compte depuis quelques années qu'on a plein de dysfonctionnements, de plein de petits risques qui deviennent récurrents, mais qui ne sont pas permanents. C'est un peu d'inondation, c'est régulièrement des grèves, c'est un confinement qui a été inattendu et qui montre que finalement notre écosystème urbain peut se retrouver un petit peu fortement sous tension. En tension, exactement. Et là, c'est intéressant, moi, d'aller voir mes collègues de l'immobilier et de l'aménagement et de leur dire, en fait, aujourd'hui, on sait que la canicule, on sait que l'inondation, on sait que la difficulté de se déplacer ou la difficulté de se faire livrer, ça va arriver de façon très récurrente. Et aujourd'hui, d'un point de vue purement assurantiel, quand je livre aujourd'hui un bâtiment en 2020, en fait, j'ai une garantie décennale jusqu'en 2030. Il suffit qu'en 2030, je regarde ce que le GIEC nous prévoit comme température. Eh bien, en 2030, quand on sera entre guillemets libéré de ce bâtiment-là, ce sera quoi la température? Et en 2030, je pense que les gens se souviendront que c'est Eiffage qui l'a construit, surtout s'ils se sentent pas bien dans leur appartement. Donc ça, c'est assez intéressant, à la fois
de dire on suit l'ensemble des règles, et puis il faut avoir une certaine remarque pour dire comment je vis à 4 degrés de plus. Alors, pas tout le temps, mais des périodes un peu régulières. Comment je vis quand je vais me retrouver confiné et faire 3 repas par jour? Un truc très bête, on s'est rendu compte qu'il manquait des placards, etc. Comment je fais quand il y a des grèves SNCF ou à un moment un problème d'infrastructure sur le RER ou sur le train, le TER? Comment dans ces cas-là, je peux peut-être par une application faire du covoiturage avec mes voisins, etc. Donc en fait, c'est assez intéressant à côté de très grandes réglementations qui sont extrêmement bien organisées en France, parce que d'ailleurs c'est autorisant, je ne peux pas m'en dédouaner, sinon je ne peux pas construire, je ne peux pas aménager. Aujourd'hui sur non pas les infrastructures mises en silo, la mobilité, l'énergie, l'eau, etc., mais c'est le cadre de vie global. Comment finalement lui peut continuer à fonctionner le jour où je suis inondé, le jour où il fait trop chaud, le jour où j'ai plus de transport, le jour où je peux plus me faire livrer. Donc comment est-ce qu'on peut finalement le faire fonctionner? Et là, ça demande d'être un peu malin. Alors c'est peut-être le smart qui n'est pas forcément que numérique, mais de se dire comment finalement on peut finalement introduire des nouvelles façons de faire. Chose intéressante par exemple sur les canicules, on se rend compte qu'on peut peut-être réintroduire des pratiques et se dire qu'on peut travailler sur de la pleine terre, de la végétation, des ombres portées. On peut voir peut-être comment réintroduire de l'eau de façon temporaire. Ça c'est des choses que vous conduisez concrètement sur certains quartiers, il y a moins de quartiers que dans les pays émergents, de nouveaux quartiers nouveaux, mais il y en a quand même en France. C'est quelque chose sur lequel vous êtes amené au moins à faire des propositions à vos clients? Oui, exact. Alors en fait, on est dans la grande dynamique de la réflexion de la ville de Paris qui depuis 3-4 ans travaille sur les cours-oasis. Donc aujourd'hui, cet équilibre, en fait, avoir un travail d'analyse urbaine pour dire la place de la nature, la place de l'eau, le comportement des revêtements pour qu'ils n'apportent pas la chaleur, les ombres portées sur l'ensemble, finalement, quel équilibre ça peut donner pour à la fois repérer les endroits frais, mais aussi repérer les endroits chauds. Alors les endroits chauds, on reste en ville, donc les endroits chauds, ça va être les places, par exemple, qui seront naturellement minérales, Ouais. que sinon, il faut quand même qu'on puisse faire des marchés, etc. Mais par contre, on peut se dire qu'en période de canicule, comment on utilise ces places-là, voire peut-être comment est-ce qu'on peut réduire l'inconfort. Et aujourd'hui, on a lancé une thèse avec l'ESIer, donc c'est à la fois Eiffage route et Eiffage immobilier, sur le comportement des matériaux. Et on se rend compte qu'on peut, pour réduire l'inconfort, réintroduire le fait d'arroser les sols à partir de 19 heures. Et en fait, ce qui permet en fait de dire, finalement, on peut finalement réintroduire une façon de mieux vivre la canicule en ville. Donc, c'est des choses assez concrètes qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup pour ces premiers éléments passionnants. Alors, vous parliez d'eau, ça fait la fille parfaite avec l'intervenant suivant. Marie-Christine Gromer, bonjour, vous nous entendez? Vous nous voyez? Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Merci. Je vous vois. Merci beaucoup. Donc, vous êtes directrice de recherche ici à l'École des Ponts au Lésu. Vous pouvez nous rappeler rapidement en 2 mots le champ de recherche et les travaux du Lésu. Et ensuite, vous travaillez justement sur ces problématiques de nouvelles approches urbaines du cycle de l'eau et de la gestion de l'eau, de la goutte, de la capacité d'absorption du milieu. Alors, quelles sont vos réflexions sur ces sujets? D'abord, un petit mot sur le Lésu et puis ensuite Alors, le Lésu, c'est le laboratoire Eau Environnement Système Urbain. C'est un centre de recherche commun à l'École des Ponts Paris-Tech et à l'Université Paris-Est Créteil. Et le Lésu mène des recherches interdisciplinaires sur les flux d'eau en ville et sur les flux polluants associés à ces flux d'eau et leurs impacts sur les écosystèmes récepteurs, que ce soit des écosystèmes aquatiques, rivières, plans d'eau ou terrestres, les sols. Au cœur du sujet, voilà. Donc, les travaux des Lésu portent d'une part sur analyser le fonctionnement des systèmes de gestion urbain des eaux actuels et leurs évolutions, leurs adaptations dans le contexte actuel de changements multiples en ville. Et également sur l'évaluation de nouveaux concepts et de nouveaux dispositifs pour favoriser une gestion durable des eaux urbaines et contribuer à la résilience des systèmes urbains. D'accord, donc on n'est pas tellement dans la gestion de l'extrême, mais dans la gestion des flux courants pour faire en sorte de diminuer
les impacts, les infrastructures associées, etc. Oui, alors nous travaillons plus sur le quotidien, je dirais, Oui. sur le fonctionnement quotidien de ces systèmes de gestion des eaux, afin de préserver les ressources, que ce soit les ressources en eau, les ressources également en nutriments, azote, phosphore, afin de préserver les milieux récepteurs, l'environnement de la ville, et aussi de préserver la santé des habitants, puisqu'on travaille beaucoup sur les questions de micropolluants chimiques, mais aussi les questions microbiologiques et les pathogènes. Donc nous nous intéressons en particulier aux solutions de gestion à la source et de cycle court en ville, que ce soit pour les eaux pluviales, avec l'idée de remplacer le traditionnel tout tuyau qui a montré ses limites par une gestion de l'eau plus naturelle, au plus près de l'endroit où la goutte de pluie tombe, avec un recours 300 à des solutions fondées sur la nature qui favorisent le retour de l'eau au sol, la réinfiltration, la dépollution par des processus naturels. Nous nous intéressons aussi à la question de la valorisation des eaux à l'échelle du bâtiment, donc, que ce soit les eaux pluviales, la collecte-utilisation des eaux pluviales, mais aussi la valorisation des eaux ménagères, avec des projets sur le traitement local et la réutilisation des eaux ménagères dans le bâti. Et il y a également des projets au LESU sur gérer différemment les eaux usées, c'est-à-dire plutôt que de créer des eaux usées, séparer à la source les excréta humains, les urines et les fécès pour en faire en fait des produits valorisés en agriculture, puisque ce sont des sources d'azote et de phosphore. D'accord, très bien. Donc cette nouvelle approche, en quelque sorte, de l'eau, en milieu urbain, c'est ça le défi, hein, parce que à la campagne, ça se fait naturellement en grande partie. Donc, par quel type d'outils ou de pratiques peut-il passer pour effectivement redonner sa capacité d'absorption au milieu, hein. Je crois qu'il y a un concept, je ne sais pas s'il est né en Chine, mais on l'évoquait lors de la préparation, qui est assez développé dans ce pays, qui est celui des sponge cities, des villes éponges. Donc, quel type de réponse aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, alors en Chine, effectivement, on parle de Sponge City, mais le concept qui se développe à l'international, c'est celui qui s'appelle les SUDS, Sustainable Urban Drainage Systems. L'idée est de favoriser une gestion très décentralisée des eaux pluviales, donc des petits ouvrages intégrés et diffus dans l'urbanisme, tels que des jardins, ce qu'on appelle les jardins de pluie. On consacre des espaces, une partie d'espaces verts à stocker temporairement l'eau, à la filtrer au travers de substrats naturels et à l'infiltrer quand c'est possible. Favoriser le retour à des surfaces perméables plutôt qu'imperméables, telles que les parkings végétalisés, par exemple. Oui. Favoriser les dispositifs végétalisés qui permettent l'évapotranspiration, comme les toitures végétalisées. Favoriser la gestion locale en bord de voirie, dans des systèmes tels que des noues ou des fossés ou des massifs filtrants. Et on arrive à le mesurer aujourd'hui. Il y a des villes qui mettent déjà ces éléments en pratique. Parce que là encore, on en discutait, les sols des villes, le sous-sol, la pédologie des sols, extrêmement sèche en fait. C'est un milieu perméable, évidemment. Est-ce qu'on peut parvenir à des résultats satisfaisants avec ces nouvelles techniques? Qu'en est-il? Alors, vous avez raison de dire que les sols des villes sont très secs. C'est un des enjeux d'ailleurs auxquels on cherche à répondre en refavorisant le retour de l'eau de pluie au sol. C'est de réhumidifier le sol des villes et ainsi d'être support aussi au développement de la nature en ville et du végétal. Alors, ces solutions de gestion à la source, c'est pas complètement récent. Ça se développe déjà, je dirais, depuis une vingtaine d'années. On commence à avoir pas mal de réalisations. On a des suivis qui se mettent en œuvre à l'échelle de l'ouvrage. On manque encore je dirais, un peu d'outils qui nous permettent de cadrer la conception de ces dispositifs afin de garantir leur performance.
Et on manque également encore d'évaluation à l'échelle urbaine, à l'échelle du bassin versant, pour évaluer en fait l'impact d'une généralisation de ces techniques. Et donc, ce sont des travaux qui sont développés au LESU, notamment dans le cadre de l'observatoire Eau Pure. C'est un observatoire d'hydrologie urbaine ancré territorialement dans la région Île-de-France et qui est un outil de structuration de l'expertise scientifique reposant sur des interactions fortes entre chercheurs et acteurs opérationnels, notamment les collectivités de la petite couronne francilienne. Et Eau Pure engage des recherches à la fois sur l'évaluation à l'échelle du dispositif, donc d'un point de vue du bilan hydrologique, d'un point de vue du fonctionnement biogéochimique de ces ouvrages, d'un point de vue aussi de l'analyse socio-technique des dispositifs. Et d'autre part, on travaille sur l'évaluation de scénarios de diffusion de ces solutions décentralisées à l'échelle urbaine, et en collaboration notamment avec le laboratoire LEE de l'Université Gustave Eiffel, la modélisation des effets d'une généralisation de la gestion à la source des eaux pluviales. D'accord, très bien. Et vous me disiez, pour terminer, on va passer à l'intervenant suivant, l'idée globale, enfin notamment en ville, c'est de pouvoir gérer les 8 premiers millimètres, c'est ça, d'eau, de pluie, sans surdimensionner les ouvrages, ou enfin que la capacité du milieu à absorber ces premières gouttes de pluie, si je puis dire. Oui, l'idée générale, c'est de dire que pour les pluies courantes, il faudrait qu'elles ne retournent pas à un réseau, qu'elles soient infiltrées ou vapotranspirées. Pour les pluies exceptionnelles, on aura sans doute besoin d'un réseau d'évacuation. Et 8 mm, ça correspond à l'interception de 80% de la pluviométrie annuelle dans le contexte climatique de l'Île-de-France. D'accord, très bien. Très bien. Et donc, merci. On va passer à l'intervenant suivant. Monsieur Tisserand, vous nous entendez? Vous nous voyez? Merci, Madame Gourmer. Monsieur Tisserand. Je vous entends et je vous vois. Merci beaucoup, merci. Alors là encore, la cheville est toute trouvée. Alors je ne sais pas si c'est bon de limiter la gestion de l'arrivée d'eau dans vos usines de traitement d'assainissement. Mais donc vous êtes directeur de programme chez Veolia Recherche. J'imagine, enfin tous ces enjeux-là sont évidemment au cœur de vos réflexions et de vos travaux. La résilience sur ce qui vous concerne, donc les problématiques hydrologiques des villes, chez Veolia, c'est quelque chose qui résonne. Le groupe conduit une réflexion sur ces sujets-là, avant tout. Alors, c'est effectivement un sujet très important. Bon, le début de la chaire avec l'école des ponts, c'est en 2010. Donc, ça fait 10 ans qu'on a cherché à contractualiser quelque part cette approche-là. Oui. La résilience est une dimension essentielle à la construction des services opérés par Veolia, à la continuité et à la pérennité des services rendus par l'entreprise. Donc, c'est vraiment une dimension absolument essentielle. Elle a un caractère contractuel pour vous, quelque part. Absolument. Oui. Et même plus que contractuel, je dirais que c'est vraiment dans la satisfaction de nos clients, au-delà des contrats, d'être capable de répondre à l'ensemble de ces exigences. Donc, le programme d'études pluriannuel d'études et de recherche qu'on a lancé avec notre chaire hydrologie pour une ville résiliente avec vous, vise à la fois à approfondir la compréhension des phénomènes hydrologiques, à réaliser des expériences pilotes et à contribuer à la formation des acteurs de la gestion de l'eau en milieu urbain et périurbain. Cette chaire, clairement, elle ambitionne l'excellence au niveau international en recherche comme en formation. D'accord. Et donc l'idée, c'est de trouver des indicateurs, des outils, encore une fois, pour rendre le système plus robuste, sachant qu'il y a le courant, entre guillemets, dont on a parlé avec Madame Gromer, donc le traitement, voilà. Et puis il y a les phénomènes sinon extrêmes, du moins les épisodes. On sait que pour une usine d'assainissement, un gros orage, c'est toujours un enjeu technique, voilà. Donc au-delà d'un gros orage, si ça se multiplie ou si on a des épisodes
successifs. Qu'en est-il et comment sont résilients vos systèmes? Alors, c'est clair que cette question est au cœur de notre métier. Elle nous conduit à identifier les éléments clés de nos services, à préserver en toutes circonstances. Là, vous parliez des stations d'épuration et de notre capacité à anticiper et à gérer les phénomènes sur les ouvrages de traitement. Mais plus généralement, il s'agit d'identifier les composantes essentielles de nos services, aussi bien en termes de relations clients, d'exécution des services ou de gestion des infrastructures, qui inclut aussi bien réseau, branchement réseau que derrière les usines. Donc, il s'agit d'organiser nos équipes, de gérer nos infrastructures en anticipant les risques inhérents à l'exploitation de l'ensemble des ouvrages, et au-delà, de mesurer la performance de l'exécution de nos services au bénéfice de nos clients. D'accord. Et donc, en termes de dimensionnement, par exemple, quand on conçoit une usine d'assainissement aujourd'hui, comment on la dimensionne, comment on prend en compte ces aspects de phénomènes extrêmes? On se place dans la fourchette très haute, où on sait qu'à un moment, la situation sera plus dégradée et on le contracte finalement avec l'autorité délégante? Alors, on prend des engagements, effectivement, et les engagements, ben, ils sont discutés, je dirais qu'ils sont évalués en fonction de quel est le degré de couverture des risques qu'on veut assurer pour l'ensemble des populations et donc des clients de nos services. Donc, c'est en permanence un échange entre l'autorité organisatrice qui va décider des niveaux d'investissement et de ce que l'on saura faire avec ces investissements pour garantir la sécurité, la pérennité des ouvrages et la sécurité de l'ensemble des usagers qui bénéficient des services. D'accord. Et il y a une limite, évidemment, il y a toujours une limite, ne serait-ce que financière en fait. Donc, elle est établie d'un commun accord. Aujourd'hui, on a une connaissance assez bonne, et c'est peut-être le lien avec les travaux fondamentaux avec l'école des ponts. On a une connaissance assez bonne pour pouvoir anticiper justement ces épisodes extrêmes où justement il y a encore beaucoup de travaux et donc à conduire pour justement réfléchir au bon dimensionnement des ouvrages. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question, je dirais, à laquelle on cherche des réponses en permanence. L'intérêt de la recherche, des travaux de recherche qu'on mène avec l'école, c'est vraiment pour nous l'occasion et l'opportunité de soulever des questions liées à l'évolution des missions qui nous ont confiées et de construire des réponses aux questions essentielles dans la continuité de nos missions, de nos engagements vis-à-vis des clients, des collectivités et des citoyens. Donc, il s'agit en permanence d'essayer de s'adapter à des évolutions, parfois des exigences qui évoluent, et donc à des engagements qui doivent suivre les exigences qui nous sont demandées. D'accord. Un dernier mot, peut-être sur un des sujets qu'évoquait Madame Grobert, à savoir le traitement au plus près du problème, ou en tout cas du fait générateur, ou de la pluie ou la pollution. Ça peut être valable pour l'utilisation de l'eau potable dans certains cas. Est-ce qu'il y a des solutions techniques aujourd'hui pour effectivement limiter la longueur des cycles? Donc on pense à la récupération d'eau sur les immeubles, sur le bâti, des problématiques comme le reuse, donc la réutilisation des eaux grises sur place. Ce sont des thèmes qui trouvent des applications aujourd'hui chez Veolia. En tout cas, en réflexion, ça c'est certain, mais... Alors, de plus en plus, oui, parce que on est confronté à des épisodes difficiles en termes d'apporter l'eau là où elle est utile, nécessaire et même indispensable. Donc, une entreprise comme Veolia doit être capable de s'adapter à des situations, à des contraintes multiples. Notre position sur le globe nous oblige à anticiper toutes les configurations possibles liées aux différents climats rencontrés
et à leurs conséquences sur nos services, c'est bien sûr un des objectifs qu'on vise avec la chaire pour être capable de répondre à cette question sur la résilience des villes. Et notre engagement depuis 10 ans avec vous est là pour essayer d'évaluer l'ensemble des questions qui se posent et des réponses qu'on peut y apporter. D'accord. Et le reuse, l'utilisation des eaux grises, encore une fois, vous l'avez mis en place ou ce sont des expérimentations, s'il vous plaît? Alors, le reuse, c'est quelque chose qu'on a bien sûr clairement identifié et proposé depuis longtemps. Maintenant, il y a énormément de freins sociologiques, culturels, et on est toujours en force de proposition. Mais finalement, les développements de projets ne se font que souvent à la dernière minute. D'accord, très bien. Okay, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Oui. Merci beaucoup. Et donc, merci Monsieur Tisserand. On va passer à l'intervenant suivant. Monsieur Toiti, vous nous entendez haut et fort, haut et clair? Je vous entends bien. Très bien, merci beaucoup, merci de votre présence. Donc on va changer un peu de scope, on va parler finance, mais financement durable. Donc deux mots sur Meridiam. Donc c'est un fonds d'investissement évidemment important, très engagé en Afrique, qui s'est illustré sur le terrain plus hexagonal lors de la bataille encore en cours entre Veolia et Suez, puisque vous êtes candidat à la reprise de Suez. Mais au-delà de ces épisodes financiers, si je puis dire, en quoi ça intéresse un fonds d'investissement, un financier, d'avoir une approche, une réflexion sur ce thème de ville résiliente. On peut dire qu'on pourrait penser que voilà, ce qui intéresse un fonds d'investissement, c'est uniquement le TRI, donc taux de rendement de vos investissements, mais vous conduisez une réflexion sur cette thématique. Donc, en deux mots, quelle est-elle et pourquoi, tout simplement? Merci. Bon, d'abord, nos communicants m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de me battre contre l'image de fonds d'investissement parce que, quoi qu'il advienne, ça reviendrait toujours. On me qualifierait toujours de fonds d'investissement. Mais nous, on essaie de se voir comme une société d'investissement qui porte ses projets sur un temps très long. Donc, Meridiam a 15 ans aujourd'hui à peu près. Et notre métier, c'est d'investir sur 25 ans et au-delà, si possible. On essaie d'étendre la durée de nos véhicules d'investissement pour les plus anciens. Donc dans des projets d'infrastructure durables. Et donc forcément, quand vous vous positionnez à un horizon qui est celui d'un horizon de 25 ans, quand vous rentrez dans un tunnel à Miami pour prendre un actif qui sur le papier ne fait pas très pur développement durable, vous êtes obligé d'intégrer le risque de montée des eaux. C'est un projet qui nous a longtemps, moi qui était sous longtemps le meilleur exemple de comment on abordait cette question de la résilience de l'infrastructure au sens premier du mot, comment j'arrive à m'adapter à un choc potentiellement durable, au sens premier du terme durable. Oui. Et donc du coup, ce type de raisonnement, quand vous l'appliquez au monde de l'infrastructure, qui est un monde qui en apparence est relativement rigide, quand vous construisez une infrastructure, elle a vocation a priori à pas trop bouger pendant un certain nombre d'années. Si vous intégrez pas au début, au moment de sa conception, et de sa construction, toute une série de choix qui contribuent à lui permettre de faire face à ces chocs sur la. Donc la conviction première de Meridiam depuis notre création, et puis je vais venir à nos évolutions ensuite, parce qu'on a bougé vers des objets plus vivants, si je puis dire, mais c'était de se dire que le risque qu'on prend en tant qu'investisseur est directement lié à notre capacité à intégrer ces scénarios extrêmes. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre la recherche d'un rendement relativement stable sur le long terme, qu'est-ce qu'on vend à nos clients, que sont les investisseurs institutionnels, caisses de retraite, banques de développement et assureurs vie, et le risque qu'ils prennent. Eux, ce qu'ils achètent, c'est, si vous me pardonnez l'expression, mais c'est un couple entre le rendement et le risque. Donc, on arrivait à dépasser cette aporie dans laquelle beaucoup de nos confrères investisseurs peuvent être des fois un peu coincés, qui est de dire, en prenant en compte ces sujets-là, fondamentalement, on vient répondre à notre métier premier, qui est celui d'offrir un placement stable et sécurisé. Et une fois qu'on a dit ça, on a évidemment
pas du tout épuiser la réalité du sujet, et notre souhait, c'était d'aller plus loin. Donc, on est devenu une société à mission. Nos investisseurs, quand ils viennent dans les différents véhicules d'investissement qu'on met en place, ils achètent une dimension impact résilience aussi, qui est alors, il faut faire toujours attention aux mots quand ils deviennent trop à la mode, mais en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui qui existe dans le comité des investisseurs. Et puis, l'idée, c'est d'arriver, un peu comme ça a été très bien expliqué par Monsieur Tisserand chez Veolia, mais aussi chez Eiffage, avec une offre qui soit une offre la plus globale possible, parce qu'un projet, et donc un investissement in fine pour nous, n'existe que s'il répond à toute une série d'attentes des parties prenantes. Moi, je fais souvent la mauvaise plaisanterie pour certains de nos concurrents, mais consistant à dire qu'un projet d'infrastructure vit ou meurt par les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est arrivé, on a des cas très concrets. Pensez à quelques aéroports, je pense à pré-Covid, qui étaient refusés parce qu'ils n'étaient pas considérés comme étant acceptables pour les gens qui habitaient autour. Bon, ça montre que le risque technique en général se gère bien. Le risque financier s'apprécie relativement bien, même s'il peut y avoir des chocs extrêmement importants. En revanche, si on oublie la dimension S, là en l'espèce, ou G, comme on regarde l'un ou l'autre, le projet peut mourir. Voilà, donc là c'est le point de départ, c'est que fondamentalement, on n'investit pas dans les infrastructures comme on investit dans des chaussettes, et encore même les chaussettes aujourd'hui, il faut qu'elles soient durables, mais on doit intégrer absolument les multiples dimensions, et la résilience en est une. Et je finirai sur un dernier point quand même. Il y a une tension, évidemment, et vous l'avez souligné dans les précédentes interventions, il y a une tension entre la résilience, l'efficacité et le budgétaire. Et en fait, à partir du moment où vous raisonnez comme investisseur et pas comme financier budgétaire, c'est important cette nuance, en fait, tout de suite, ça devient assez naturel d'intégrer ce surcoût, ce surinvestissement, si je puis dire, qui va permettre de faire face et de fermer les portes, pour revenir à mon premier exemple, assez vite face à un épisode d'inondation exceptionnel. Et c'est ce basculement de la finance pure à l'investissement et à l'investissement durable a fortiori qui permet d'intégrer cette question-là et qui fait que forcément on doit s'y intéresser, nous, quand on se projette à 25 ans et au-delà. D'accord. 2 mots. Donc, tout ça, c'est vos guides d'action, votre approche conceptuelle, mais un peu plus que ça, puisque vous êtes impliqué, le fonds est impliqué dans cette réflexion. On a, Sophie Mougard a évoqué la fondation Rockefeller, donc, qui a, on en parlera tout à l'heure dans le débat, mais qui notamment, à la suite de Katrina, donc, pour mémoire, un sinistre qui a coûté 100 milliards de dollars au moins, donc, a lancé cette réflexion sur les villes résilientes et le réseau des 100 villes résilientes à travers le monde. Vous êtes associé à cette réflexion, comment et pourquoi? Oui, alors, c'est très intéressant parce que cette question-là quand même, et puis je reviendrai sur Rockefeller, mais je vais faire une petite incise, je vais garder courte, c'est que très souvent la question du risque extrême, les gens l'évacuent notamment sur le monde des assureurs, ensuite sur le monde des réassurés. Regardez en France, à la fin ça va du côté de l'État, qui est l'assureur en dernier recours quand il y a des phénomènes climatiques extrêmes. Cette chaîne-là, on l'a remontée très concrètement sur un projet qui maintenant va se faire, mais qui était le casier de l'Abassé, qui visait à maîtriser la ligne d'eau en aval à Paris. Là, on regarde d'autres sujets qui sont portés pour s'appuyer sur le Grand Paris pour voir comment on peut tenir la ligne d'eau à différents endroits de la région parisienne en cas d'inondation très forte. Et on voit bien que tout est écrit dans nos contextes institutionnels, même si certains contrats, et ça a été bien dit, le traduisent opérationnellement, mais tout est écrit souvent pour oublier cette question-là, pour l'évacuer comme si elle n'existait pas. Et il faut bien la traiter. Alors pour revenir à Rockefeller, je fais cette insiste parce que vous faisiez le lien avec Katrina. Donc cette fondation a effectivement beaucoup investi la question de la résilience et a d'abord travaillé avec un angle que nous on juge absolument essentiel, qui est de se dire il y a un problème. Pour que la résilience soit mieux intégrée dans les politiques publiques, il faut qu'il y ait la capacité côté secteur public. Et donc, ils ont investi, ils ont financé en fait des Chief Resilience Officers dans 100 villes à travers le monde, développé un outil de leur côté. Mais ce qui était important surtout, c'est le fait de placer alors c'est demi-permanents, c'est des gens qui étaient financés sur une base temporaire par la Fondation Rockefeller, mais qui étaient intégrés au service pour intégrer cette question de la résilience à travers les différentes politiques de la ville. Bon. La réalité quand même, c'est que donc ils ont aidé les villes à faire des programmes. Et puis, ils se sont heurtés à une réalité de terrain qui est qu'une fois qu'on a un programme, on n'a pas forcément un projet et des réalisations concrètes. Donc, un peu à l'américaine, comment on fait là? Et donc, l'étape 2, si je puis dire, on a beaucoup échangé avec eux, ça a été de se dire, OK, maintenant, il nous faut un véhicule d'investissement.
parce qu'il faut pouvoir payer les investissements. Mais en fait, on se rend compte que payer un investissement, alors en plus, en anglais, il y a la nuance financing, funding qui est importante, c'est qu'un financement, ça a vocation à être remboursé. Le financing, funding, c'est celui qui paye. Bon, une fois qu'on a un outil de financement, on n'a pas forcément résolu la question, vous l'avez d'ailleurs bien posé tout à l'heure, M. Rouault, la question de qui va payer in fine le surinvestissement pour rendre l'infrastructure résiliente. Donc là, leur idée, c'était de se dire, on va avoir un outil de financement. Et puis, ils ont compris aussi qu'il fallait, à l'étape entre la programmation et le projet, c'est le développement de projet, il fallait pouvoir amener de la compétence. Alors, c'est le rôle d'institutions comme l'École des Ponts de former des cadres qui permettent de faire ça. Et donc nous, en fait, le rôle qu'on a là, c'est d'aider les villes avec lesquelles on va s'associer dans le cadre de cette initiative, donc qui est en cours de mise en place, et donc en gros de les aider à basculer du programme au projet, donc concrètement débloquer les quelques millions d'euros d'études qui pourraient donc être couverts par l'étude pour arriver à faire en sorte à ce que des projets contribuant à la résilience de l'espace urbain émergent. Et débile, mais très il y a des vrais budgets pour aller faire des investissements qui se comptent en centaines de millions d'euros, voire dans un certain cas, en milliards, mais il y a très rarement les quelques centaines de milliers d'euros qui vont permettre de bien penser le projet. D'accord. Bon, s'il y a des responsables de bureaux d'études qui nous écoutent, ils seront ravis. Voilà. Merci. Et pour terminer ce premier tour de table, je vais passer la parole tout de suite à M. Scherzer. Vous nous entendez haut et fort, haut et clair, M. Scherzer? Vous nous voyez? Je vous vois. Merci. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Moi, je ne vous vois pas encore, mais... Pourtant, ça devrait être le cas. J'ai un beau DS. Voilà. Je suis désolé. Bon, j'essaierai de le problème après. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, donc, vous êtes directeur de la chaire hydrologie pour une ville résiliente à l'École des Ponts, monsieur vos collaborations. Donc, 2 mots très rapides sur la présentation de la chaire. Et ensuite, avec vous, on est dans le domaine des connaissances fondamentales. Donc, on a M. Tisserand a souligné qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'on ne savait pas mesurer ou prévoir ou anticiper, avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques. On l'a vu dans le Sud-Est il y a encore quelques semaines. Donc, voilà. Quels sont vos axes de recherche et en quoi ils peuvent rendre la ville plus résiliente et les systèmes hydrologiques plus résilients, puisque c'est notre sujet. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que notre chaire a 10 ans, comme a été annoncé par Bruno Tisserand, ce qui représente une collaboration à long terme en matière de recherche. Ce n'est pas si habituel que ça d'avoir une collaboration de 10 ans. Et nous pensons, part et d'autre, que d'ailleurs le sujet n'est pas épuisé. Le fait que le titre de la chaire lui-même a étonné à l'époque. Il y a eu d'ailleurs au niveau du web, il y a plusieurs personnes qui étaient étonnées de voir que nous avions pris le mot résilience, et au point d'ailleurs que ce mot était si peu utilisé que l'avocate de Veolia nous avait demandé de donner une définition très simple, aussi simple que possible, de la résilience. Ce que nous avons fait, en insistant tout simplement qu'une hydrologie pour une ville résiliente, c'est comprendre dans toute sa complexité l'hydrologie urbaine et assurer sa durabilité en s'adaptant aux éléments perturbateurs. Voilà. D'accord. Voilà, de façon assez simple. Bon, bien sûr, c'est lié à d'autres définitions plus sophistiquées, Hoskin et différentes personnes, au Folke, etc. Donc, le travail de la chaire, il a été à différents niveaux. Il a été effectivement des recherches très amont. On a parlé par exemple des extrêmes. Bon, effectivement, on travaille sur la théorie des extrêmes, qui actuellement, dans son état actuel, n'est pas satisfaisante. Bon, on pourra y revenir dessus. Oui. Mais aussi sur des choses très appliquées comme le développement de plateformes permettant l'accès à différents usagers, d'utiliser des outils différents, à la fois non seulement les données, mais des logiciels pour en extraire effectivement ce qui peut se passer dans le futur. Voilà, donc des problèmes de prévision, de connaissance immédiate du temps, etc. Voilà. Et cela dit, c'est le dernier aspect qui paraît très concret, très appliqué, lui-même fait par rebondissement, finalement, amène à des réflexions à plus long terme sur les problèmes des métriques. La résilience, le concept de résilience sera de plus en plus utilisé si on arrive bien à la mesurer. C'est une difficulté actuellement très importante
de définir des métriques de la résilience. Et là-dessus, on collabore avec Veolia sur cet exercice de définir à la fois de façon assez fondamentale et aussi de voir quelles sont les applications qu'on peut faire dans le concret de ces questions de mesure de la résilience. Donc ça veut dire quoi? Être capable de mesurer la capacité de résistance d'un système Oui. Si on se replace dans le passé, la crue de 1910 de Paris, qui est un peu la référence, qui a entraîné tous les travaux hydrologiques sur le bassin de la Marne, etc. Quel serait aujourd'hui son impact? Comment est-ce qu'on peut le prévoir, l'anticiper? Ça peut être des choses comme ça ou, Ouais, typiquement, ça peut être effectivement, par exemple, de faire différents scénarios et de voir quel est le scénario le plus résilient par rapport à d'autres. Oui, oui. Et effectivement, tout de suite, on voit qu'on doit mesurer ces deux scénarios l'un contre l'autre et voir quel est le plus résilient des deux. Donc, il y a un problème de métrique. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est un axe essentiel. Mais en même temps, sur l'histoire de la résilience, je pense que c'est important de voir qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. Je vais prendre simplement les 5 dernières années. Parce que 2015, ça a été une année très prolifique pour la résilience. Il s'est trouvé qu'il y a eu plusieurs réunions internationales qui ont mis en valeur la résilience. C'est tout d'abord l'accord de Sendai sur le cadre de Sendai sur les réductions des risques, de l'agence de l'ONU consacrée à ces questions-là, qui a pris le thème de résilience plutôt que simplement se contenter, comme avant, de parler de risques. C'est aussi Habitat 3 sur le développer des villes résilientes. Et Habitat 3, c'est important parce que les réunions de Habitat, c'est tous les 10-15 années. C'est aussi finalement très important. La COP21 à Paris, et en particulier à l'École des Ponts, nous avions organisé avec la chaire et le laboratoire hydrologie, météorologie et complexité, la seule initiative institutionnelle de la COP21 sur l'eau. Et à l'époque, c'était justement accroître la résilience de nos villes. Voilà. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Là s'achève ce premier tour de table. Il nous reste environ une demi-heure, donc je vous propose 3 thèmes de débat. Donc 1, comment définir une ville résiliente. 2, anticiper les crises. Et 3, quelle place pour l'expérimentation et l'innovation. Sur la définition d'une ville résiliente, beaucoup on en a parlé, beaucoup d'entre vous en ont parlé. À contrario, comment est-ce qu'on pourrait définir une ville non résiliente? Alors, on a parlé de Katrina, qui est le sinistre majeur à l'ouragan à la Nouvelle-Orléans, qui est un peu devenu un cas d'espèce. Mais il y a eu le tremblement de terre de Kobe au Japon, dans un autre domaine, la crue de 1910 à Paris. Une ville non résiliente, Monsieur Tisserand, dans votre domaine, c'est quoi une ville non résiliente? Excusez-moi, il fallait que je me reconnecte. C'est une très bonne question. Une ville non résiliente, c'est une ville qui n'est pas capable de s'adapter à des évolutions. Parce qu'on le voit tous les jours, hein, le climat est en forte évolution. Et il n'y a pas vraiment de raison pour que ça s'arrête. Donc l'enjeu, comme disait Daniel Scherzer, on a fait beaucoup de choses, hein, déjà, mais l'enjeu, c'est d'identifier les bonnes mesures à prendre pour limiter le ruissellement, pour être capable de maîtriser le ruissellement et d'éviter les désordres qui peuvent être vécus en différentes situations. Donc l'enjeu, il est bien sûr de se préparer, d'anticiper en permanence et d'essayer de comprendre ce qui va se passer, ce qui est souvent le plus dur. Oui, oui. Monsieur Toiti,
puisque cette réflexion, c'est un peu le cœur effectivement de la réflexion de la Fondation Rockefeller et de la vôtre, une ville non résiliente ou une infrastructure non résiliente. On évoquait lors de la préparation de cette table ronde la mise au point d'index éventuels. Donc, est-ce qu'il y a un scoring d'une ville non résiliente aujourd'hui? On sait le faire, ou un système expert, on appuie sur un bouton et ça vous dit voilà, on est à 10 sur 20 ou... Alors, bon, il faut faire très attention avec toutes les méthodologies de scoring, elles ont toutes leurs limites. À l'échelle d'une ville, même si Rockefeller a un indice sur lequel moi je ne peux pas me prononcer parce qu'on n'est pas rentré autant en détail. En revanche, on a regardé leur resident screening tool pour un projet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément des critères qui s'avaient développés, qui étaient très convergents avec ce qu'on mettait en place, nous, depuis un certain temps et qu'on améliore au fil de l'eau, en reprenant les politiques d'investissement des institutions multilatérales qu'on a intégrées dans notre propre politique ESG. Donc il y a des outils aujourd'hui qui existent et qui croisent du respect de normes réglementaires, souvent de l'alignement sur les cadres réglementaires les plus exigeants, donc, ce qui n'est pas toujours facile quand vous êtes en Afrique et que vous transposez des normes d'émissions, si on pense à des sujets sanitaires pour des centrales qui font de la biomasse ou qui brûlent des déchets qui sont des standards européens. Donc, vous avez des sujets d'équilibre financier. Je prends cet exemple-là. Donc, on a du coup réintégré leur screen dans notre propre outil d'analyse. Donc, on en a un qui permet de mesurer la résilience, mais c'est un travail d'amélioration continue. Je vais prendre un exemple très concret sur un sujet que je connais bien, qui est celui du changement climatique. Donc, pour les investisseurs que nous sommes, très souvent, la question du changement climatique a été intégrée sous l'angle du bilan carbone de nos investissements. On a commencé à le faire à peu près en 2013. La question de l'adaptation était plus qualitative. Et là, maintenant, on rentre avec un travail qu'on fait avec la société Carbone 4, on rentre dans un outil qui permet de faire deux choses, un peu schizophréniques, si je puis dire, à certains égards. C'est que, d'un côté, de vérifier que nos investissements contribuent bien à un monde de degrés, mais de l'autre, d'être capable d'intégrer ce qu'on appelle notamment les risques physiques du changement climatique dans l'analyse de nos portefeuilles. Donc concrètement, on est obligé de regarder, pour ça que je parle de schizophrénie, c'est que d'un côté, il faut que ce qu'on fasse contribue à un monde de degrés, mais de l'autre, il faut que nos projets soient compatibles avec un monde 5 degrés au sens de leur capacité à résister. D'accord. C'est les deux approches, atténuation, adaptation. Mais très souvent, l'adaptation est oubliée. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, on commence à avoir des outils quantitatifs d'analyse de la capacité de résistance d'une ligne à grande vitesse, typiquement à un événement climatique extrême de type canicule et autres. Donc ça, c'est un cas très concret qu'on a traité récemment, qu'on est en train d'étendre dans notre portefeuille. Le problème, c'est après de passer, alors nous, on le fait en passant du projet au portefeuille, mais c'est de passer du projet à la ville. Parce qu'une somme de projets qui en apparence peut être résilient ne fait pas forcément une ville résiliente. Oui, d'accord. Monsieur Scherzer, si vous nous entendez, vous avez évoqué le cadre d'action de Sendai, des Nations Unies. En 2 mots, vous pouvez vous faire leur porte-parole ou rappeler quelle est cette approche, s'il vous plaît? Cette approche conceptuelle. Donc, il y a une agence des Nations Unies qui existe depuis des décennies, qui vise à la réduction des risques. Et donc, en 2015, il y a eu un débat important pour dépasser justement cette approche des risques et de passer à la résilience dans le sens, effectivement, qu'on ne se contente pas de payer la casse, mais qu'on essaye de prévenir la casse. Voilà. Je le dis en termes très… D'accord, non, mais… Voilà. Sachant que… Oui, je vous écoute, oui. Et donc, effectivement, dans les 5 objectifs de cette agence a figuré pour la première fois le thème de résilience de tous les aspects humains. Voilà. D'accord. Donc, on essaie de dépasser, plusieurs intervenants l'ont indiqué, l'approche traditionnelle des risques, qui était soit des ouvrages, soit des digues, etc. Donc, dans votre domaine de l'eau. Le constat, c'est que souvent, de simplement miser sur la défense contre les situations extrêmes ne fonctionne pas si bien que ça. On calcule une digue jusqu'à une certaine durée de retour et on a un événement qui dépasse cette durée de retour et voilà, c'est la catastrophe. Alors en particulier sur Katrina,
il y a beaucoup de choses qui ont été investiguées et qui ont montré justement comment s'est passée la catastrophe. Le fait que, par exemple, certaines digues se sont affaissées d'1 mètre suite à des mouvements de terrain précédant le cyclone. Le fait qu'effectivement, il y a eu un débat très compliqué entre le président des États-Unis et le corps des ingénieurs en charge justement de la protection de la ville de New Orleans. Tout ça a été examiné lors d'une session spéciale qu'on avait organisée avec American Geophysical Union et qui a été ouverte d'ailleurs par le Chief Officer, Resilience Officer de Nouvelle-Orléans, Jeff Ebert, qui a été par certains côtés l'inspirateur du réseau des 100 villes résilientes de Rockefeller. Voilà. D'accord. Puisqu'en 2 mots, enfin, ce qu'on peut dire, c'est le contre-exemple absolu, terrible, bien sûr, la Nouvelle-Orléans, puisque plus de 15 ans plus de 15 ans plus tard, un sinistre, un événement a encore des impacts sur le développement économique de la ville, son organisation sociale entre les populations, etc. Donc c'est l'exemple même d'une ville qui était mal préparée, pas préparée et qui n'a pas du tout su faire preuve de résilience vis-à-vis d'un événement extrême, ce qu'on souhaite à personne d'autre, évidemment. J'avais noté un point sur les indicateurs de l'infrastructure dont on a parlé avec M. Toiti. Voilà, je propose qu'on passe au deuxième thème. Donc, anticiper les crises, les canicules, les excès de pluie, les ruptures, on en a parlé là aussi. Je vais rebondir sur votre précédente intervention, M. Scherzer. Donc, vous l'avez souligné, on manque encore de connaissances. Il y a des connaissances même fondamentales de mathématiques, etc. Pour élaborer des scénarios qui permettent d'avoir une approche plus résiliente des systèmes. Donc, dans votre domaine de l'hydrologie, des pluies extrêmes, etc., est-ce qu'on peut anticiper le futur à la lumière aussi du changement climatique ? Bien sûr, dans une certaine mesure, on le peut et on le doit, mais sans cesse en améliorant les outils qu'on peut utiliser. Alors, en particulier sur les extrêmes, la théorie classique des extrêmes repose sur le fait que c'est des événements indépendants et qu'au contraire, il y a des liaisons à longue portée entre différents événements. Voilà. Donc, c'est la difficulté actuellement au niveau mathématique, oui, et qui est, dans certains cas, surmontée. Il y a des cadres de mathématiques, de modèles mathématiques assez théoriques, qui permettent effectivement de regarder les extrêmes dans le cadre d'événements à longue portée. Ça aussi lié actuellement à certains débats sur l'utilisation de différents outils de l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones, qui sont pour le moment entraînés sur des fichiers d'apprentissage trop limités en temps et surtout sur le passé. Voilà, comment prévoir le futur à partir simplement du passé. C'est un énorme débat qui est actuellement en cours sur ces problèmes relativement théoriques, mais avec des implications pratiques très concrètes. D'accord, très bien. Alors, je vais complètement l'autre bout de la chaîne, Monsieur Faucheux, des FACHE. Donc, pour reprendre une partie de ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur cette thématique, anticiper les crises, les épisodes de chaleur, les excès de pluie, etc. On conçoit plus un quartier aujourd'hui comme il y a 10 ans, clairement. Non, pas vraiment, mais en fait, aujourd'hui, il y a des réflexes qui se sont totalement systématisés. Donc aujourd'hui, notamment sur la question des eaux de pluie, aujourd'hui, on voit bien que la fameuse pluie de moins de 8 mm, en fait, il y a une gestion à la partielle qui est quasiment imposée partout. D'une part, par les plans locaux d'urbanisme qui demandent des débits de fuite tellement petits qu'on a compris qu'il fallait les gérer à la parcelle, et c'est tant mieux. Et puis les agences de l'eau, qui souvent accompagnent, subventionnent l'ensemble de ces éléments-là. Donc aujourd'hui, et on se rend compte que le tout tuyau, en fait, avait un vrai problème de maintenance, parce qu'il y a toujours la plus grosse pluie de la plus grosse pluie qu'on connaissait. Oui, oui. On sait que le tuyau va casser un jour ou l'autre. L'avantage du ciel ouvert, c'est que c'est juste la flaque qui monte, qui descend. Finalement, c'est beaucoup plus résilient. Et après, on voit bien aussi qu'aujourd'hui, ça se traduit aussi sur la partie d'aménagement. Donc, on essaie de gérer à la parcelle entre les toitures, entre la pleine terre, entre des bassins, entre des drains,
les pluies normales et les pluies importantes via des réseaux de noues, via aussi tout un travail sur le paysagement avec finalement des merlons, des bassins de rétention qui 80% du temps sont ne servent pas. paysagers. Enfin, si servent, mais servent à la récréation, et tout. En fait, le mettre en avant. Donc ça, globalement, sur la question de l'eau, il y a des vrais réflexes qui sont pris en amont, avec justement aujourd'hui une façon de le rendre utile, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le bassin de rétention avec une clôture un petit peu tout autour. Donc c'est aussi la grande place de la nature qui prend. Donc c'est totalement intégré, voilà, ça fait partie du. Je dirais aussi, par contre, on ne fait plus vraiment les villes comme avant. C'est-à-dire que la vraie difficulté aussi, c'est la question de la mixité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville qui était hyper spatialisée et hyper spécifiée, en fait, ne fonctionne plus. En gros, un quartier que d'affaires, on voit bien qu'aujourd'hui, la Défense, qui devient un quartier complètement désertique en période de confinement, la question finalement de toutes les infrastructures et finalement de l'énergie, voire de la maintenance de ce quartier-là. Les quartiers résidentiels, avec la difficulté d'ailleurs aujourd'hui de l'Internet, comment aussi avoir un bon réseau Internet quand finalement le réseau est demandé par tout le territoire pour travailler et pour faire l'école, pose des questions. Donc en fait, on en revient finalement aujourd'hui, c'est quoi l'anticipation? C'est aussi une question de mixité. Se dire, je peux aller travailler, mais je peux aussi aller travailler dans une bibliothèque, aller travailler dans un hall d'immeuble qui fait aussi lobby coworking, etc. Et tout. On se rend compte qu'il y a aussi des logiques en fait qui sont un petit peu différentes. La question aussi du transport, la question du transport des biens comme des marchandises, la logistique urbaine, pouvoir aussi aller à un point d'abord. Le dernier kilomètre, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux choses qui sont un peu différentes. C'est qu'avant, on était beaucoup dans la spécialisation, zone d'activité, zone de bureau, zone de logement, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que la mixité, qui est d'ailleurs la vie à la française, hein, qui est vraiment justement ce qu'on vend à l'extérieur. Hein. Donc, le fait d'avoir, on sort de l'école, il y a une boulangerie, il y a un petit bar, il y a une fontaine au milieu. Donc, en fait, c'est vraiment le renouveau de la ville moyenne avec justement la distance. Et derrière, c'est la question de la gestion locale, où avant, on évacuait l'eau pluviale, on évacuait les déchets, on évacuait en périphérie l'activité. On essaie finalement d'avoir au maximum une gestion locale. Donc, gestion de l'eau, les biodéchets, c'est vraiment une vraie question qui se pose pour nous. Alors, avec l'anticipation de la réglementation sur la gestion locale des biodéchets, donc est-ce qu'on les garde sur place? Si on les garde, alors le biodéchet, c'est pas que le compost, hein, c'est pas le compost très sympathique faire tomate cerise. Sachant que globalement, quand on voit le niveau de biodéchets produits par un quartier, on va être débordé par le biodéchet. C'est les biogaz. Donc, c'est la question peut-être de microméthaniseurs, de cogénération. Donc, c'est aussi tout le travail que GRDF un peu met en place là-dessus. Et quand le premier réflexe que tout le monde a, c'est d'évacuer, ben nous, en fait, le réflexe, c'est peut-être de le garder sur place. Et si demain, j'ai pu, pour des tas de raisons, j'ai plus accès à l'électricité parce qu'il y a un blocage électrique, ben peut-être que j'aurai accès à du gaz. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un peu deux choses un peu différentes sur l'anticipation. C'est certainement anticiper la mutabilité ou la mutation, un espace qui aujourd'hui est du logement. Enfin, d'ailleurs, on voit bien que nos appartements, nos maisons ont dû muter. Là. On a dû créer des espaces travail, des espaces de classe en très peu de temps. Et ça, on l'a eu à l'échelle de l'intimité. Il faut qu'on l'ait à l'échelle des quartiers. Et puis après, la deuxième question, c'est la question de la gestion locale, voire de la mixité. Typiquement, un rez-de-chaussée, ce n'est pas forcément. Le monde n'est pas fait uniquement d'ordinateurs. Heureusement qu'il y a des boulangeries et demain, il faut peut-être introduire des menuiseries. Ben, ça fera un petit peu de bruit, il y aura un petit peu de sueur de bois, etc. Et tout. Mais ça, il faut le réintégrer un petit peu dedans. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on essaie de réintégrer finalement une certaine mixité sociale, fonctionnelle, voire temporelle. Hein. On voit bien que les quartiers des années 80, qui aujourd'hui sont des quartiers de vieux, en fait, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas sociologiquement à retrouver un peu leur mentalité. Alors, finalement, les centres-villes, il y avait des grands appartements, des petits appartements, il y a toujours eu une certaine diversité. C'est Haussmann. Vive Haussmann. Oui, le haussmannien, mais même, on voit bien que tous les premières couronnes, en fait, d'ailleurs, la première couronne parisienne, avec une mixité entre du petit collectif et de la maison individuelle, finalement, on reste des jardins. Moi, j'irais plutôt regarder les cités Howard, qui finalement étaient
cette bonne mixité. D'accord, très bien. Totale nouvelle approche, très bien, c'est passionnant. Alors, sur la même thématique, je vais solliciter Monsieur Toiti, puisque Meridiam a évidemment une empreinte mondiale, si je puis dire. Quid de cette réflexion dans les grandes mégapoles des pays émergents? On pense à Lagos, Jakarta, des villes, Sao Paulo d'une certaine manière, des villes qui sont qui semblent parfois hors contrôle. Est-ce qu'on arrive à intégrer cette dimension-là où on est dans une forme de course en avant, de fuite en avant, de rattrapage permanent? Est-ce qu'on peut intégrer sur des projets au sud, entre guillemets, voilà, cette thématique, sachant que certaines des grandes villes que je cite font partie du réseau des 100 villes résilientes. Donc, est-ce que c'est un problème de riches ou est-ce qu'on Non, peut... absolument pas. C'est un problème qui est très partagé au sud et qui va d'ailleurs avec la notion de frugalité. Hein. C'est-à-dire que certaines solutions résilientes ne sont pas forcément plus coûteuses. J'ai un peu dit ça tout à l'heure. Mais lorsque vous avez une contrainte financière qui est relativement importante et en même temps une dynamique de croissance économique qui est encore là, même si le Covid a pu un tout petit peu l'affecter, il y a encore une croissance endogène extrêmement forte dans beaucoup de mégapoles au sud. C'est l'heure de faire des choix. Donc vous avez la capacité à faire des choix qui parfois peuvent emporter une certaine forme de résilience. Donc par exemple, moi j'ai un exemple très concret dans une ville qui est ni Lagos ni Abidjan en termes de jungle des transports, mais qui est Dakar, où on a pu mettre en place un bus à haut niveau de service. Là, on avance très fortement, on est associé à la SNCF cette opération, on est en train de développer ce projet. Et je vois qu'il y a quelqu'un de la SNCF Voyageurs là, qui en gros, en pratique, a pu être possible parce qu'il y avait quand même une maîtrise côté secteur public de l'enjeu des transports collectifs urbains, avec un dirigeant, je le dis parce que ce n'est pas toujours le cas, mais qui a été formé à l'école des ponts et qui était très fier de revenir voir son professeur d'économie des transports il y a quelques mois. Il l'a posté sur les réseaux sociaux de l'instance en charge de l'organisation des transports à Dakar. Et donc on part sur un bus à haut niveau de service qui est un bus électrique. Derrière, vous avez la question de la résilience du système électrique et de la capacité à gérer des charges. Et donc, il y avait une étude qui avait été pilotée à l'époque, faite par Tractebel, et donc on a repris en partie en main avec Tractebel pour essayer d'analyser véritablement la faisabilité d'une solution de charge très rapide de bus pour arriver à adresser le besoin extrêmement important en transport collectif urbain. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et c'est notre premier, à l'échelle de Meridiam, c'est notre premier bus électrique à haut niveau de service de toutes les... En Côte d'Ivoire, donc au Sénégal. Donc concrètement, pardon, à Dakar, je veux dire, non, c'est plutôt l'inverse. La problématique, alors évidemment, on part d'un peu plus loin dans certains cas, mais quand on est sur de la valorisation de biodéchets agricoles pour faire de l'électricité, ce qu'on fait en Côte d'Ivoire pour le coup, évidemment qu'on s'inscrit dans une démarche qui est une démarche en fait de résilience d'un secteur, en l'espèce là, celui de l'huile de palme durable, tiens à le préciser, dont on récupère les déchets, qu'on valorise énergétiquement pour venir renforcer la stabilité d'un système électrique qui, s'il doit se convertir aux énergies renouvelables, doit aussi être capable de disposer de machines tournantes qui amènent de l'inertie et qui permettent de tenir la résilience du réseau. Donc voilà, donc ce genre d'approche, c'est tout à fait possible. C'est absolument pas le privilège et l'apanage des pays développés. Bien au contraire, en fait, très souvent, nous, on s'est embarqué dans une super optimisation de nos systèmes urbains. Et revenir en arrière et faire des choix qui conduisent à la résilience, c'est à certains égards bien plus complexe que lorsqu'il y a quasiment tout encore à construire, même si on part d'une situation qui est déjà dégradée. Si on est de Lagos ou Sao Paulo, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Ouais. D'accord, très bien, merci. Un mot sur la France, Monsieur Faucheux. Je m'excuse parce que ma connexion a été coupée quelques minutes, donc quelques instants. Monsieur Faucheux, vous l'évoquiez, donc il y a des règles d'urbanisme aujourd'hui de plus en plus claires sur ces thématiques-là, très rapidement. Donc, on a parlé des zéro artificialisation nette, les plans climat, air, énergie territoriaux, etc. Donc, il y a des guidelines réglementaires, législatifs clairs. Oui, clair, oui, et en plus en mutation régulière, donc ce qui fait qu'on peut jamais
finalement se reposer sur nos lauriers. Donc, les réglementations thermiques sont en train de devenir réglementations environnementales. Oui. Donc, c'est à la fois la question justement de la consommation énergétique, mais aussi la question des matériaux aujourd'hui avec le carbone. J'ai parlé des déchets, avec l'anticipation de la réglementation sur la collecte domestique des biodéchets. Il y a toutes les questions qui sont liées donc à la prévention des risques, mais aussi à la biodiversité. Alors, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a aussi des réflexes qui se prennent de plus en plus, comme la méthode ERC, éviter, réduire, compenser. Avant, je pense qu'il y a 10 ans, on compensait tout de suite, on mettait de l'argent sur la table et on disait voilà, on va compenser. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tout intérêt d'éviter et de réduire, parce que justement, conserver un arbre ou un espace bocager, c'est conserver un espace de fraîcheur. Et aujourd'hui, c'est tout de suite un cadre de vie qui va être beaucoup plus intéressant pour les futurs acquéreurs. Madame Grobert, oui, pardon, oui. Madame Grobert, sur ces aspects-là, donc l'intégration de ces thématiques qui sont de la recherche pour l'instant dans la réglementation, vous y travaillez, il y a des indicateurs qui peuvent être mis en place? Sur la réglementation, vous voulez dire sur la gestion des eaux pluviales? Alors, en France, la réglementation sur la gestion des eaux pluviales, elle a quand même bien évolué au cours des dernières années, avec l'inscription de façon assez systématique maintenant de règles de limitation des débits admis au réseau, et plus récemment de consignes de réduction des volumes ruisselés dans les documents à l'échelle régionale, tels que les SAGE, et à l'échelle locale, dans les règlements d'assainissement des collectivités. Et ensuite, ça s'est traduit dans les documents d'urbanisme, tels que les SCOT et les PLU. Donc là, on a bien évolué. Par contre, on est encore un petit peu gêné sur les questions d'utilisation de ressources en eau alternatives à l'eau potable. Sur lesquelles il y a encore des réticences assez fortes, notamment par les services sanitaires. Et avec des vides juridiques, par exemple, sur qu'est-ce qu'on peut utiliser comme eau en agriculture urbaine. Il n'y a pas de, il n'y a pas de choses très, très claires là-dessus. Sur l'arrosage des espaces verts, par exemple, aujourd'hui, c'est clair ou pas? Justement, dans cette logique de cycle, de boucle locale ou... Pour l'arrosage des espaces verts, l'utilisation d'eau alternative est autorisée. D'accord. C'est autorisé pour l'arrosage des espaces verts, pour l'alimentation des chasses d'eau, et de façon moins claire pour l'alimentation des machines à laver. D'accord. D'accord, merci. Hassan, tu m'entends? Merci beaucoup. On va arrêter là, puisqu'on avait pris l'engagement d'arrêter à 10h50. Enfin, on va arrêter là pour cette partie de discussion. Et on va prendre quelques questions. Hassan? Nous n'avons pas de questions sur le chat. D'accord. Et on peut peut-être donner la parole aux intervenants. D'accord. Donc, je pense que les auditeurs, nos web-eaters sont parfaitement éclairés par les propos de nos invités. Je propose que sur ces domaines d'expérimentation et d'innovation, Monsieur Toiti, y a-t-il un modèle économique pour financer l'innovation? Est-ce que des fonds peuvent y participer? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut imaginer des choses de ce côté-là? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des financements fléchés sur... alors, il y en a beaucoup sur le climat, carbone, à l'échelle mondiale, sur la petite entreprise, le développement des femmes, etc., sur la résilience, où c'est un concept, c'est trop conceptuel pour pouvoir imaginer des leviers des outils de financement. Donc, un mot sur le financement de l'innovation, et puis deux sur les financements fléchés, s'il vous plaît. Alors, sur le financement de l'innovation, oui, il y a clairement une demande aujourd'hui très forte. Alors, évidemment, elle va plus vers les sujets parce que le monde des investisseurs doit intégrer à chaque fois la nouveauté, mais sur la résilience spécifiquement,
je ne vois pas de frein à l'investissement dans l'innovation et il y a un appétit très fort. Voilà. Donc, d'ailleurs, nous-mêmes, on s'y met. On va investir dans des PME de croissance qui contribuent à la transition écologique. D'accord. Il n'y a pas de transition écologique sans résilience. Sans résilience. Ça ne marchera pas. Donc, sur ce premier sujet, sur les financements fléchés, c'est le problème des concepts très transverses, et c'était ça la volonté de Rockefeller en nommant des Chief Resilience Officers en finançant des Chief Resilience Officers dans les villes. C'est d'abord des gens qui pensent de manière transversale. C'est le cas aux Nations Unies, puisque voilà, il y a ce cadre de cette absolument, mais les Nations Unies ne sont pas connues comme étant un organe qui dispose de beaucoup de financement. Non, mais il y a la Banque mondiale. Donc, voilà, quand vous êtes sur une thématique transverse, vous avez une vraie difficulté à mobiliser des financements qui soient aussi larges, parce que qui trop embrasse mal les trains. Donc je pense qu'on va plutôt être sur des verticales en termes de financement public qui s'inscrivent dans la dynamique de résilience. Et la résilience, c'est plutôt une obligation, j'allais dire, pour les décideurs, les maîtres d'ouvrage publics et pour les maîtres d'ouvrage privés que nous sommes et les opérateurs, d'intégrer cette question-là de manière transverse dans toutes nos décisions d'investissement. Après, les fonds seront disponibles pour des projets résilients. Il y a un appétit, parce que ça rentre dans cet appétit pour la durabilité. Mais voilà, ils iront sous des fenêtres et il y aura toujours un peu d'ingénierie à trouver pour aller chercher les financements publics, notamment là où ils sont. Oui, d'accord. Mais on peut imaginer, pour poursuivre sur cette thématique, tous les financements Banque mondiale, FMI, etc., enfin Banque mondiale, Banque de développement et autres, il y a des études socio-économiques qui sont un élément aujourd'hui déterminant des sujets. Voilà. Donc c'est le genre, l'impact économique, écologique, etc. Mais qu'on ait un test de résilience, dans tous ces financements, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui de fait. On se peut le faire à 50 ans, qu'est-ce qui se passe par exemple? Voilà, mais ça aujourd'hui la question est posée chez quasiment tout le monde. D'ailleurs, sans surprise, nous dans la fondation, l'initiative qu'on lance avec Rockefeller, évidemment les premiers investisseurs ce sont des bilatéraux et des multilatéraux du développement. Et les questions qu'ils posent en fait, c'est comment vous intégrez dans votre processus d'évaluation des projets cette question de la résilience avec des questions techniques précises. Donc il y a un effort sémantique à faire parce que les outils qu'ils posent et les conditions qu'ils mettent sont déjà relativement sophistiqués. Maintenant, il faut les renforcer avec la recherche scientifique pour mesurer véritablement ce qu'est un investissement résilient, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi à certains moments et se faire plaisir. Et donc, c'était tout l'objet de la discussion qu'on a eue là. D'accord. Écoutez, il est Hassan. Y a-t-il une question, une ou plusieurs questions? Il n'y a pas de son. Hassan est muet. Oui, tu m'entends, Pierre-Olivier? Pas de questions à ce stade. D'accord, très bien. On peut continuer encore à échanger avec nos intervenants. On va arrêter, non, 10h50, c'est ce qui avait été prévu, comme très bien. Vous le souhaitez. Est-ce que juste avant de clôturer et de remercier tout le monde, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter pour sa défense? Est-ce qu'il y a des thématiques qui tiennent à cœur à un de nos 5 intervenants qui n'ont pas été évoqués? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, oui, Madame Robert, je vois qu'il y a une question en ligne là, qui me demande de préciser les avantages croisés de différents types d'innovation, reuse, jardin de pluie. Je pense que l'idée ici, c'est de dire que quand on travaille sur la gestion à la source des eaux pluviales, il s'agit éventuellement de jouer sur, d'améliorer le bilan hydrologique du système, de retourner vers un bilan hydrologique plus naturel, de limiter les impacts sur les hommes et sur les constructions en limitant les risques d'inondation et de limiter les impacts sur les milieux, les écosystèmes en limitant les apports polluants. Mais qu'on a également un certain nombre de co-bénéfices pour le milieu urbain lorsqu'on applique une gestion au plus près de la source des eaux urbaines, et notamment des bénéfices dus au déploiement de la nature en ville, puisque ces ouvrages de gestion des eaux urbaines deviennent support au développement de la végétation en ville. Qui dit développement de la végétation dit aussi développement de l'évapotranspiration, contribution à la lutte contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, contribution aussi au soutien soutien à la biodiversité urbaine avec la possibilité, la création de nouveaux habitats, et contribution aussi à créer un cadre de vie plus agréable pour les habitants, parce que
les études qui ont été faites montrent que la présence en fait d'eau en ville est quelque chose qui est évalué de façon très positive en fait par les résidents comme une réelle amélioration du cadre de vie. D'accord. Merci infiniment. Je crois que... Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Oui, je voulais juste parler aussi... Qui est-ce, pardon? Et Franck Faucheux. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, je voulais juste avoir un petit mot final sur l'expérimentation et l'innovation. Oui. Donc nous, on a la chance sur un projet qui s'appelle La Vallée à Châtellerault-Malabry d'être accompagné par l'Université Gustave Eiffel et un ensemble de laboratoires, notamment les U dont Mme Gromère fait partie. Très bien, très bien. Et c'était aussi pour dire que en termes de financement, c'est pas forcément des grosses sommes. Il faut une approche conceptuelle. Voilà, c'est un jardin de pluie, c'est finalement un cœur d'îlot qui a juste en fait une membrane particulière qui récupère l'eau. Aujourd'hui, récupérer les eaux grises, c'est-à-dire les eaux qui seraient aujourd'hui nos lavabos, nos douches, qui sont des eaux très peu sales mais savonnées, avec un système de phytoremédiation, un système de décantation, et qui permettrait à 1 mètre du sol de drainer nos arbres pour qu'ils soient, même en cas de canicule, alimentés. C'est un double réseau. En vrai, c'est vraiment pas cher. Ça change les habitudes, ça change les pratiques, oui. Ça change la maintenance parce qu'il faut de temps en temps aller voir les grilles si elles ne sont pas trop encrassées. L'agriculture en toiture, 30 cm, on a souvent des structures en béton qui peuvent supporter. Il faut juste se poser la question d'une tierce personne qui va aller en toiture. La collecte des biodéchets, ça veut dire globalement une sorte de bac à compost qu'on peut mettre au pied des immeubles. Il faut juste que quelqu'un le récupère et il faut savoir un petit peu où. Donc, en fait, ce n'est pas forcément un investissement, une infrastructure énorme. Et par contre, comme vient de me dire Mme Gromère, c'est par contre des choses qui sont très près des gens, qui en fait donnent un rapport, une proximité, une intimité avec des arbres, de l'eau, de la nature, voire même ces biodéchets qui peuvent aussi alimenter une ferme urbaine et près derrière avoir une partie, même infime, même si ça ne nourrit pas tout le quartier, en tout cas, on rentre un petit peu sur un rapport à la nature qu'il faut le remettre en avant. Donc, il ne faut pas avoir peur. Alors, par contre, il faut l'anticiper. Le financement, finalement, ce n'est pas vraiment la question. Il faut par contre l'anticiper dans les autorisations et se faire accompagner de chercheurs. Moi, c'est vraiment dit aux professionnels, allez voir les chercheurs, les laboratoires. C'est les meilleurs accompagnants pour ces éléments. Voilà, un beau message pour l'école des ponts, une belle conclusion. Merci, Monsieur Faucheux. Écoutez, de Madame Bougard, je remercie infiniment tous les participants. En fait, on a fait une erreur avec cette matinale parce qu'on aurait dû faire 2 jours de séminaire au vu de la richesse de la thématique. Donc, c'est une idée pour Hassan. Je vous remercie infiniment encore une fois. Et puis, Madame Bougard, vous souhaitez ajouter un mot? Non, c'était simplement... Pardon. Juste pour indiquer que vous nous tendez la perche et je pense qu'on aura l'occasion de réévoquer ces sujets de résilience et de prendre d'autres angles de vue pour compléter et enrichir encore le débat. Et merci encore à tous les intervenants à cette table ronde. Voilà, une belle perspective. Au revoir, merci à tous. On va fermer ces fenêtres et se dire à bientôt. Juste un petit mot. Oui, Juste un petit mot pour rappeler aux participants que nous avons mis en ligne à l'instant un questionnaire de satisfaction et s'ils peuvent prendre encore une petite minute pour répondre afin d'améliorer nos matinales et répondre toujours à leurs interrogations. Voilà, merci aux intervenants et merci à tous les participants et à très bientôt sur une prochaine matinale.